Donc, bonjour tout le monde et bonjour à tous ceux qui nous regardent en replay. Donc, dernière ligne droite. Donc, je profite de cette séance et de la séance prochaine pour revoir quelques points. Donc, aujourd'hui, on va voir essentiellement les transformations géométriques, une partie en tout cas, et la suite la semaine prochaine, parce qu'on ne pourra pas tout voir aujourd'hui. Et donc, je reviens rapidement sur le sujet blanc, où il y a eu pas mal de flottement, on va dire, sur le deuxième exemple, sur le deuxième programme de Scratch. Oui. Alors, c'est en effet sur le parallélogramme. Alors, je vais vous demander de me faire un programme qui me permet de tracer ce parallélogramme. Donc, un parallélogramme. Alors d'abord, on va revenir sur les propriétés du parallélogramme. Peut-être que certaines propriétés ne sont pas connues, ou sont oubliées. Qu'est-ce que c'est qu'un parallélogramme? Prenez le, voilà, vous répondez, prenez le micro pour répondre, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que c'est qu'un parallélogramme? Allez-y, lâchez-vous. Un quadrilatère qui a quatre angles droits. Droit? Ah non. Je parle d'un parallélogramme tout court. Et d'ailleurs, je viens d'en tracer un, une figure presque à main levée, parce qu'il n'y a pas de tracé géométrique. Bonsoir, Bonsoir. c'est Stéphanie. C'est Oui. donc un quadrilatère qui a deux côtés opposés, parallèles 2 à 2. Ok. Parallélogramme, vous avez déjà le mot parallèle dedans, et donc vous devez, c'est très bien comme définition. Donc du coup, c'est un quadrilatère, 4 côtés, les côtés parallèles 2 à 2. Les côtés opposés parallèles, ça s'arrête là. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourra en dire? Au niveau des côtés. Donc on aura forcément les côtés opposés également de même longueur. Et on aura également les angles opposés de même mesure. Ok. Tout cela, toutes ces propriétés-là, en fait, sont importantes parce qu'on pourra les utiliser dans un cas ou dans un autre, dans un exercice ou un autre cas de figure. Mais elles sont utiles. Alors, un rectangle est un parallélogramme particulier. Particulier dans le sens où on a ajouté une contrainte supplémentaire, on a ajouté un angle droit. Ici, je n'ai pas d'angle droit. Dans un parallélogramme quelconque, il n'y a pas d'angle droit. Mais par contre, si je mets un angle droit, du fait du parallélisme, on aura aussi un parallélogramme, mais dit particulier. C'est le cas du rectangle, et c'est le cas du carré, qui est encore plus particulier que le rectangle, parce qu'on aura tous les côtés de même longueur. Ok. Maintenant, si je regarde les angles, vous avez ici, je vais ajouter des mesures. Donc, si je me dis que celui-là, c'est, on va dire, je ne sais pas, 50, automatiquement, j'ai les autres angles. Est-ce que vous le voyez, ça? D'accord. Si je fixe un angle dans un parallélogramme, 130. Les autres sont fixés automatiquement. Oui, pourquoi 130? Parce que 130 plus 50, ça fait 180. C'est deux angles qui sont consécutifs et qui forment un angle plat, en fait. Oui, c'est ça. Parce que ici, vous avez, en fait, étant donné que vous avez deux angles correspondants ici, cet angle-là est égal également à 50, puisqu'on a deux parallèles et une séquente. Donc vous avez deux angles correspondants de même mesure, étant donné que vous avez deux parallèles. Et donc, l'angle... On dit qu'ils sont aussi supplémentaires, non? On dit qu'ils sont supplémentaires. J'allais y venir.
Donc ces deux angles-là forment un angle plein, donc ils sont 10 supplémentaires, donc forcément celui-là est égal à 130. Alors pourquoi je reviens à tout ça? Parce qu'en fait, dans la construction de cette figure, si je démarre de ce point-là avec Scratch, donc je vais dire que ça c'est mon point de départ, et je dois arriver à ce point-là, comment je vais faire pour rédiger mon programme? Donc je vais ajouter une longueur, évidemment, il me faut les longueurs. Donc là, ça sera 150, et ici, 100 pas. Je vous laisse me donner le programme. Rédigez-le sur le papier d'abord, sur votre papier, avant de me le donner. Donc on démarre toujours de la même manière. Donc on va dire que le point D, c'est le centre de la scène, c'est-à-dire, on va commencer toujours par aller au point de coordonnées 0, 0, x égale 0, y égale 0. On va s'orienter à 90. Vous vous rappelez, s'orienter à 90, c'est-à-dire que il va marcher dans ce sens-là horizontalement. Et puis on va effacer tout. Et on va mettre le stylo en position d'écriture. Donc ça, c'est le début de notre programme par défaut. Voilà. Maintenant, à vous de me donner le reste. Il ne faut pas hésiter à aller sur ma chaîne aussi pour regarder toutes les vidéos que j'ai fait sur les figures géométriques. Ça va vous aider pour les révisions des écrits. Ce sont des choses qui tombent assez souvent. Donc de toute façon, vous aurez un exercice de Scratch, pas forcément de géométrie, ça peut être du calcul, ou les deux. Et donc vous devez savoir à la fois lire un programme, rédiger un programme, c'est-à-dire le compléter dans ce cas-là, et savoir tracer la figure qui correspond. Donc, il y a eu pas mal d'erreurs dans la réponse sur l'exercice de Scratch par rapport au parallélogramme. Et pourtant, ce sont des figures qu'on a déjà vues quand on a abordé la géométrie avec Scratch. Donc ça, ce sont des révisions. C'est bon pour moi. Ok. Est-ce que vous voulez qu'on corrige? Oui, c'est bon. Ok. Alors, qui souhaite prendre la parole? Moi, si vous êtes d'accord. C'est bon? Allez-y. Après position d'écriture, on met le bloc répété 2 fois. On va répéter 2 fois, ok. Après, avancer de 190 pas. Donc, on va avancer de 150 pas. 150 pas, oui, désolé. Oui. Après, on met tourner dans le sens anti-horaire. Alors là, on arrive du coup, quand on avance de 150 pas, on arrive à la deuxième croix. Oui, Et donc, on est dans cette direction-là. oui, Et donc, on va tourner dans le sens anti-horaire anti-horaire. Ok. à 130 degrés. Et non. Non? Non. À 50. Eh oui, on voit bien ce que j'ai tracé là.
Vous voyez ce que Oui, j'ai oui. tracé ou pas? Donc on tourne de 50. Si vous tournez de 130, vous êtes là. C'est pas le bon parallélogramme que vous avez tracé, hein. D'accord? Ok. C'est bon pour tout le monde? Donc Et c'est même des si, erreurs classiques, hein. Donc il faut bien regarder votre direction. Votre direction est celle-là. Vous voulez prendre cette direction-là. Pardon, votre direction est celle-là. Vous voulez prendre cette direction-là. Et donc vous devez tourner. On tourne de cet angle-là. Et cet angle-là, c'est un angle aigu, qui est égal à 50. D'accord? C'est pour ça que je vous dis, il faut lire la figure aussi. Donc je et, tourne de 50. Ensuite, et du coup, excusez-moi, juste, je vais poser une question concernant le sujet blanc. Nous, il y avait écrit 130 degrés je ne sur me le rappelle sujet pas blanc. l'exercice, mais en tout cas, il y en a beaucoup qui m'ont tracé un rectangle. Ok. Eh ben, après, on met avancer de 100 pas. Avancer de 100 pas. Et on remet tourner à 90, À combien? à 50, tourner à 50, Non. tourner à 130. Donc maintenant qu'on a marché dans cette direction-là de 100 pas, on va arriver à cette croix-là. Et notre direction, c'est celle-là. Donc il faudra changer de direction. Donc vous devez tourner de cet angle-là. À Et cet 130. angle-là, c'est le supplémentaire de 50. C'est-à-dire 130. Donc on vient de faire les deux côtés du parallélogramme. Et maintenant, il faudra répéter ces instructions 2 fois. Et vous allez arriver au point D dans la direction initiale, c'est-à-dire en allant à l'horizontale de gauche à droite. Ok, donc c'est un classique cet exercice-là, et vous devez savoir le faire, parce que s'il tombe, s'il va tomber, c'est forcément ou une construction, ou à partir de la construction, vous allez compléter un programme, et donc on vous laissera compléter sur tous les angles. Et on n'est pas obligé de vous donner les deux angles, on vous en donne un, suffit largement, puisqu'on sait trouver l'autre. Ok? Bon, si c'est un rectangle, il n'y a pas de souci, on va tourner à chaque fois de 90, hein, donc il n'y aura pas de problème. Avez-vous des questions? Et je vous invite encore une fois à aller sur la chaîne pour ceux qui n'ont pas encore... Monsieur Bachat, dans le CB, c'était un rectangle et le deuxième, c'était un losange, c'est ça ou pas? C'était un parallélogramme, le deuxième. C'était pas un losange parce Ouais. qu'en fait, on avait les mêmes mesures. Donc, du coup, les côtés, les 4 côtés égaux, Ou non? peut-être un losange, je ne me rappelle plus, peut-être un losange. Monsieur, est-ce qu'on peut reprendre Mais je vous ai mis la correction, donc elle est disponible hein, sur D'accord. Teams. Hein. Je ne me rappelle plus en fait, mais grosso modo, les copies que j'ai corrigées, j'en ai corrigé de très bien, hein, mais sur certaines copies, il y a eu des problèmes avec ces histoires de direction. C'est pour ça que je reprends ça. C'est peut-être un losange, mais moi, vu que j'en fais plein, donc Moi j'oublie en j'avais fait. mis losange. Oui, Moi, j'avais mis losange et ouais. vous m'aviez mis faux, mais j'avoue que j'ai pas compris pourquoi c'est faux. On Mm. n'avait pas les mêmes longueurs, non? Bah si, justement, on avait les mêmes longueurs. Alors, je me suis trompé alors. Il y avait les mêmes longueurs et deux angles opposés de même mesure. Ouais. C'est peut-être un losange. Alors, moi, je suis parti sur un parallélogramme rapidement, mais j'ai vu plein d'erreurs. Donc, du coup, pour moi, j'attendais un parallélogramme. Donc, autant pour moi. Donc, à qui j'ai dit que c'était pas un losange, il faut que je regarde en fait l'exercice. Si c'est un losange, vous devez avoir la même distance ici. Vous voyez? Mm. Si j'ai 100 pas ici, 100 pas ici, c'est un losange. Hein. Donc, vous aurez la même chose parce qu'un losange est un parallélogramme particulier dans le sens où, en fait, on a les côtés de même longueur, tous les côtés. D'accord. Ok, mais voilà. Donc attention aux angles, c'est surtout les angles. Ne mettez pas 90 dans un parallélogramme, c'est faux si c'est pas un rectangle ou un carré. Hein. Ok, donc c'est une petite révision. Hein. Je vous en veux pas, mais voilà, j'ai vu des erreurs, des grosses boulettes, quoi. Donc entre parallélogramme et losange, il n'y a pas beaucoup de. C'est pas faux. Hein. C'est juste un détail supplémentaire que je n'ai peut-être pas vu en corrigeant. Mais voilà, confondre un losange et un rectangle, non, c'est pas bon.
OK? Alors, donc Ok. ça, c'était le début. Ensuite, qu'est-ce que j'ai dit? Bon, oui, on va démarrer par un petit exercice. Donc, les transformations géométriques, vous allez forcément en croiser dans votre vie d'enseignant, futur enseignant et enseignant. Donc là, on va parler d'abord de la symétrie axiale. Bon, d'abord, cette propriété-là, on va la voir pour pas mal de transformations géométriques, donc y compris la symétrie axiale. Elle conserve l'alignement, les longueurs, le parallélisme et les angles. Alors, je m'explique. Si vous partez de 3 points alignés, donc un segment et un point sur ce segment-là, et vos faits sont symétriques, vos 3 points vont rester alignés. D'accord? C'est ça l'alignement. Donc 3 points alignés, leurs symétriques seront 3 points alignés, ce qui est logique. Si je pars d'une longueur d'un segment de 5 cm, son symétrique aura 5 cm. Forcément. Donc on dit que ça conserve les longueurs. Ça conserve le parallélisme et les angles. On dit parfois que ça conserve les formes. Donc si vous partez de deux droites parallèles ou un quadrilatère bien particulier, un carré, vous aurez un carré. Les côtés resteront parallèles et les angles tous égaux à 90. Donc ça conserve le parallélisme et les angles. OK? Alors, premier exercice assez simple, et je vous invite à le faire en même temps que moi. Donc, je vous laisse tracer une droite, que j'appellerai la droite D. D'accord? Sur une feuille blanche, vous la mettez, comme moi, oblique. N'utilisez pas le quadrillage, ça ne sert à rien. Donc, comme ceci. Et je vais l'appeler la droite D. Et je vais prendre allez, une petite figure. Ouais, je vais la tracer moi-même. Ouais, on va prendre un segment pour gagner du temps. Voici ce segment. Voilà. Donc, je vous rappelle, quand vous allez tracer vos figures, les figures se tracent au crayon papier. Les points, c'est des croix. Et des lettres majuscules. Et donc, la question, c'est tracez-moi le symétrique de ce segment AB par rapport à la droite D. Je vous laisse quelques minutes, enfin 2-3 minutes pour le tracer chez vous, et on corrige derrière. C'est important, faites-le. Parce que le regarder, c'est pas si facile que ça parfois quand on oublie des choses. Et de préférence, vous prenez une feuille blanche sans quadrillage. Vous me dites que ce qu'on sait OK, hein. Alors, quels sont les instruments que vous allez utiliser pour cet exercice? Une règle. Une règle, OK. Les autres, c'est tout? L'équerre et compas. Équerre et compas. Alors, le compas, on peut utiliser uniquement un compas et une règle. Et on peut utiliser uniquement l'équerre. En tout cas, si vous n'avez pas l'équerre ou le compas, je ne vois pas comment vous allez pouvoir tracer le symétrique de ce segment-là par rapport à D, personnellement. Et ça, c'est... Voilà, donc les élèves ont des difficultés à le faire quand on leur propose cet exercice, même grands lycéens, ils oublient. Ils oublient en fait que la symétrie axiale, c'est une histoire de perpendiculaire. Et j'imagine parmi vous, il y en a plein qui l'ont déjà oublié. Et donc ça peut être un exercice qui peut poser problème. Alors, premier instrument que je vais utiliser, c'est l'équerre. Donc je vais aller chercher l'équerre. Et le compas, ça m'évite de prendre des mesures inutiles. Alors,
Donc, une équerre, pourquoi? Parce que je vous rappelle que la symétrie axiale, donc on va faire point par point, hein, donc on va regarder le symétrique, on va placer le symétrique du point A par rapport à D qu'on appellera A'. Il faut d'abord que je trace le point A', la perpendiculaire qui passe par A, la perpendiculaire à D qui passe par A. Pourquoi? Parce que le point A', il va être de l'autre côté, et ma droite D, en fait, c'est ce qu'on apprend aux élèves de l'école primaire, on leur dit que c'est un axe de pliage. Si on plie la feuille selon D, A, il va venir sur A'. Eh bien, ça veut dire qu'on va tracer une perpendiculaire. Bon, là, j'ai essayé de faire mieux. Hein. Je vais peut-être la pousser un peu plus, l'équerre. Voilà. Et je trace ma perpendiculaire. Voilà. Une fois que j'ai tracé mes perpendiculaires, alors c'est bien de le faire en pointillé pour ne pas surcharger la figure. Et bien mettre le codage qui veut dire qu'on a tracé une perpendiculaire. Donc tout ça, il faut soigner vos constructions sur une copie, toujours. Hein. Donc là, c'est un angle droit. Et maintenant, je vais placer mon point A' sur cette droite-là. Il faut qu'il soit à la même distance de D que A. Voilà. Donc, c'est une histoire de perpendiculaire. Voilà. Et je passe de l'autre côté. Voilà. Ici, j'ai déjà placé un point A'. Voilà. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que tout le monde se rappelle de ça? Oui. Donc ensuite, c'est pareil, hein, pour le point B, on va faire la même chose. On va tracer la perpendiculaire A passant par B, comme ceci. On fait la même manip. On fait la même manip. Voilà, hop. Bon, le compas, je pense qu'il n'ira pas jusqu'au bout, là, pour moi. Et donc, on placera le point B', et on aura A'B', comme ceci, parfaitement superposable à AB si je plie selon cette droite. C'est ce qu'on appelle la symétrie axiale. D'accord? Et vous laissez apparent vos traits de construction, les traits de compas, vous laissez tout apparent. Évidemment, on va arriver à quelque chose, on va arriver à des constatations, ce qu'on a dit. Hein. Donc AB sera égal à B', hein, puisque la symétrie axiale conserve les distances. Et pourquoi je trace une perpendiculaire? En fait, la perpendiculaire me permet de déterminer la distance du point A à la droite. C'est la longueur minimale. C'est ce qu'on a défini comme étant la longueur minimale. Et je place mon A' à la même distance. Et c'est terminé. Je vais mettre même un codage pour dire que cette distance est égale à cette distance. Et la droite D, en fait, finalement, c'est la médiatrice du segment AA', et aussi la médiatrice du segment BB', que je n'ai pas placé ici. Ça va? Bon, c'est des rappels, hein, mais des rappels importants, et je suis sûr que beaucoup ont déjà oublié cette construction. On va passer à une autre symétrie, la symétrie centrale. D'abord, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça ou pas? Non. Non? Ok. C'est bon. On va passer donc à la symétrie centrale. Alors, est-ce qu'on peut définir, est-ce que vous pouvez me donner une définition de la symétrie centrale? Il y a un élève, une fois, il m'a dit la symétrie pointale. Il n'existe pas, bien évidemment. Symétrie axiale, c'est symétrie par rapport à un axe. Et la symétrie centrale, c'est une symétrie par rapport à un point. Donc, il n'y a pas de symétrie pointale. Lui,
pensez qu'elle existe. Donc c'est une symétrie centrale. C'est une symétrie par rapport à un point. Par rapport à un point donné, qu'on appelle le centre de symétrie d'ailleurs. J'ai oublié de vous dire ici, donc j'ai fait un segment AB. Si j'avais une figure ABC, c'est le même principe. Hein. Vous faites le symétrique du point C et vous reliez les 3 points. Vous avez le symétrique de votre figure. Alors, même chose, on va commencer par tracer, et je vous invite à faire la même chose que moi. Donc, on va tracer un segment AB, comme ceci. Alors, j'aurais pu dire juste un point, mais voilà. Ensuite, on va tout simplement placer un point qu'on appellera S. Et on voudrait le symétrique de ce segment-là par rapport à S. Alors, je vais le placer là. Celui-là, c'est le point S. À vous de jouer pour tracer donc A'B', le segment A'B', le symétrique de AB par rapport à S. Et on corrige dans 2 minutes. C'est bon, est-ce que la consigne est claire ou pas? Oui. Parfait. Jouez le jeu, hein. Tracez la figure. Allez, on corrige dans 2 minutes. Est-ce que c'est fini? Oui. Quel est l'instrument par excellence pour tracer le symétrique de ce segment AB par rapport à S? La règle. La règle. Et après, j'ai pris le compas aussi. Ben, c'est vraiment le compas. Hein. C'est le compas. Donc, alors regardez ce qu'on va faire. Donc, le symétrique de A par rapport à S, je vais commencer par tracer une demi-droite qui démarre de A et qui passe par S. Une deuxième demi-droite qui part de B et qui passe par le centre de symétrie. Donc, d'abord la règle. D'abord la règle, d'accord? Ensuite, en fait, à vrai dire, même la règle, on peut s'en passer, mais je préfère qu'on trace à la règle. Comme ça, on voit bien ce qu'on fait. Après, on mettra en pointillé. Vous tracez toujours en pointillé pour ne pas surcharger. Ensuite, c'est le compas. Donc, je vais changer de couleur pour mieux voir les choses. Donc, on se place toujours sur le centre de symétrie. Mince, je vais effacer.
Donc on se met sur S et on va aller chercher le point B, son symétrique qui va se trouver de l'autre côté de S, comme pour la droite, à la même distance, comme pour la symétrie axiale. Et voici le point B'. J'écarte le compas jusqu'au point A et on fait la même chose. De l'autre côté, on va chercher le point, l'intersection avec mon demi-droite, AS, que je vais prolonger un peu. Voilà. Et je vais mettre tout ça en pointillé. Voilà, vous laissez comme ça. Si jamais vous avez à tracer les symétriques d'une figure, voilà, ça fait propre. Et donc, qu'est-ce qu'on remarque quand on trace le segment A'B'? Une remarque qu'on doit savoir dire sur un sujet, sur un contrôle. Qu'est-ce qu'on peut dire de... Qu'est-ce qui s'est passé pour le segment AB? A'B' par rapport à B? Dites-moi. Donc ici, c'est le point A'. Là, et l'autre, c'est le point B'. Ah, ils sont inversés. C'est exactement. Le segment A'B' se retrouve en fait inversé. Le haut se trouve en bas et le bas se trouve en haut. D'accord? Le point B, il était en haut, il se retrouve en bas. Et pareil pour le point A'. Première constatation. On dit que le segment AB a fait un demi-tour autour de S. Pourquoi? Parce que l'angle, ici, je suis passé de là à là. Donc, on a fait un angle de combien? 180. 180 degrés. Donc, le point B, il a subi un demi-tour. Alors que vous le fassiez vers le bas ou vers le haut, c'est pareil. Donc, on a un demi-tour. Ensuite, donc bien sûr, les distances sont égales. Donc là, cette distance-là est égale à celle-là. Cette distance-là est égale à celle-là. Et évidemment, la longueur AB égale à A'B'. Symétrie centrale, on a dit qu'elle conserve les longueurs. Et dernière chose qu'on oublie souvent de dire, on a aussi, quand on trace le symétrique de AB par rapport à un point, eh bien son symétrique sera parallèle. Vous voyez, AB est parallèle à A'B'. Chose qu'on n'avait pas dans le cas de la symétrie axiale. D'accord? On revient à la symétrie axiale. Le segment AB n'est pas parallèle au segment A'B'. Dans une symétrie centrale, vous avez le parallélisme. Donc ça peut tomber dans un QCM. Eh oui. OK? Donc si j'ai un triangle, évidemment, vous faites la même chose pour le troisième point et vous reliez et vous avez votre figure qui va subir un demi-tour, etc. autour de S. Avez-vous des questions? Non. Non? C'est bon pour la construction? Oui. OK. Bon, on continue. Alors, pareil, hein, donc je l'ai dit, hein, la symétrie centrale, conserve l'alignement, les longueurs, le parallélisme et les angles, comme la symétrie axiale. Alors maintenant, on va parler de la translation. Alors, comment on peut définir une translation? Bon, là, je vous ai mis deux figures. La figure ABCD et le translaté de cette figure qui est à droite. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un glissement? C'est un glissement. OK. Une translation, c'est un glissement, tout à fait. Donc ça va par exemple de A vers B ou alors de D vers C.
C'est ça. Donc, quand on dit un glissement, donc on va suivre une direction. D'accord? Donc, je vais placer un point. Par exemple, un point que je vais appeler M. Et je vais regarder. Donc, le point C s'est retrouvé ici. Donc, il a glissé de combien de carreaux? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Et donc, je peux définir cette translation par ces deux points, qu'on appelle un vecteur. Hein. Donc ici, par exemple, c'est la translation qui transforme M en M'. Donc la figure 2, c'est le translaté de la figure 1 par la translation qui transforme M en M'. D'accord? Donc la figure a glissé selon la direction M'. Une direction, c'est une droite. Dans le sens M vers M', on est d'accord? D'une distance égale à M'. Les trois caractéristiques que je viens de donner là, la droite, la direction M', M vers M', d'une distance égale M', on représente ces trois éléments par le vecteur M'. On met une flèche. Ça n'est plus dans le programme des collèges. Ça commence, on découvre les vecteurs en seconde. Mais c'est pas compliqué. Donc une translation est définie par un vecteur. Donc, la translation de deux vecteurs M', c'est la translation qui transforme M en M'. Si vous avez oublié la flèche, c'est pas grave. Vous dites cette phrase-là. OK pour la définition? Et donc, c'est un glissement. Et en effet, donc, on va conserver l'alignement, les longueurs, le parallélisme et les angles. Un train, quand il se déplace, c'est une translation. Est-ce qu'il va changer de forme? Bien évidemment que non. D'accord? Est-ce qu'il va changer de... Est-ce que les points qui constituent le train vont bouger? Non. Les points vont tous translater de la même manière et on aura la conservation de toutes ces choses-là, c'est-à-dire l'alignement et, pour faire simple, les formes. OK? Donc, je peux revenir à la figure 1 en faisant une translation inverse, celle qui transforme M' en M. Donc, on obtient toujours deux figures superposables, en fait, par glissement. Ça va? J'ai l'impression d'avoir perdu pas mal de personnes ou c'est une impression? Non, non, ça va. Bon, OK. Maintenant, on va regarder comment construire. Alors, quand on a un quadrillage, ça va vite, c'est pas très compliqué. Quand on a un quadrillage, c'est pas très compliqué, c'est ce que vous voyez ici. Hein. Donc, une fois que vous avez placé un point, les autres, je peux les placer de la même manière. Maintenant, si je n'ai pas de quadrillage, c'est ce qu'on va faire ensemble. Donc, je vais placer deux points. Un point A, un point B. Et je voudrais, donc je trace le segment AB, comme ceci. Et maintenant, je voudrais translater ce vecteur, ce segment AB par la translation qui, alors je ne sais pas comment je vais le mettre, peut-être dans ce sens-là. On va le mettre avec une autre couleur. Voilà, par cette translation-là. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, je le fais par une flèche.
qui transforme, celle qui transforme M. Enfin, je vais changer parce que c'est pas toujours M. Hein. C en D. Comment va-t-on procéder? Alors, je vais commencer peut-être par un point et après j'ajoute le deuxième pour pas trop. Voilà, on va faire un point, point par point. Voilà, donc je cherche le point A', a priori, qui est le translaté, ou l'image par translation, c'est pareil. Hein. Le translaté de A par la translation de vecteur CD ou qui transforme C en D. Alors, dites-moi, donc je vous laisse tracer ces 3 points, essayez de voir avec vos instruments qu'est-ce que je dois faire. Bien évidemment, vous oubliez le quadrillage. Hein. Donc ça peut être sur une feuille annexe et on vous demande de la compléter. Que dois-je faire? Alors, je ne vous entends pas, donc il y a un problème. Est-ce qu'il y a un blocage? Plus personne ne répond. C'est trop dur? Ben, en fait, je ne sais pas quelle manière utiliser. Ok. Si j'ai le droit de réutiliser le compas, je sais pas. Bon, on va s'organiser. Est-ce que tout le monde est d'accord que le point que je suis en train de chercher, il va être par là? Oui. On est d'accord? Oui. Il va bouger de la même distance que CD. Oui. Et donc, en gros, je vais avoir ici un point A', tel que cette distance-là est égale à cette distance-là. Ok. Et est-ce qu'on peut tracer une ligne en pointillé qui part de C à A'? De C A'. Ça sert à rien. à D ou à P? Il n'y a pas de P. Hein. Non, de C. Oui, on peut. On peut. Mais d'abord, je voudrais arriver à quelque chose là. Une fois que. Donc, ce que j'ai tracé là, ça vous rappelle rien? Bah si, la symétrie centrale. Ah non, il n'y a pas de point là, donc il n'y a pas de symétrie centrale. Le C'est point un A', parallèle, c'est parallèle et c'est de même même longueur. 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 Donc, ça veut dire que A, C, D, A' est un parallélogramme. OK? Donc ça, c'est la Ok. première constatation. Donc ma construction doit aboutir à un parallélogramme.
Et donc maintenant, est-ce que je sais construire un parallélogramme? Si vous ne savez pas construire un parallélogramme, ça va être difficile. Alors regardez ce que je vais faire. Je vais prendre uniquement le compas. Puisque c'est un parallélogramme, donc le point qui est ici, il va être... donc je vais le placer, le point A', je vais le placer tel que AC égale à' D et A' égale à CD. N'est-ce pas? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Je vais les écrire encore ici. Donc on doit avoir AC égale à A'D et AA' égale CD. Eh bien, ce que je vais faire, je vais d'abord reporter cette longueur. J'ai deux longueurs à reporter. La première est ici. Donc, je vais la reporter là. Voilà la première longueur. Donc, le point A' se balade là. Vous êtes d'accord? Oui. Oui. Maintenant, je sais aussi que la distance, la deuxième longueur, c'est-à-dire celle-là. Bon, j'aurais pu tracer le segment, c'est plus sympa, mais bon. C'est pour pas trop surcharger vos figures là. Donc, je reporte la deuxième longueur, qui est celle-là, ici. Vous voyez? Et donc là, je vais tracer le deuxième arc. Eh bien, forcément, les deux vont se couper. À l'intersection, vous avez votre point. D'accord? Voilà le point A'. Alors, regardez, maintenant, c'est facultatif, vous n'êtes pas obligé de le faire. Si je construis la figure, j'obtiens un parallélogramme. C'est exactement la construction d'un parallélogramme. Et le point A, il a glissé vers A' de la longueur CD. OK? Donc maintenant, si vous ajoutez un deuxième point, c'est le même principe. Le seul souci, il ne faut pas trop surcharger votre figure. Sinon, ça va être compliqué à voir. Bon, l'astuce, c'est de ne pas trop tracer. Bon, là, on n'est pas obligé de tracer tout ce que j'ai fait. Ou bien vous le faites vraiment en pointillé pour montrer la différence entre la figure et les traits de construction. OK? Bon, je ne vais pas tout faire. On va passer à autre chose. OK pour la translation? Oui. Donc pareil, ce sont des choses à savoir faire, à la fois déjà pour vous, pour l'examen, et aussi face à des élèves. Hein. Donc, si vous abordez la translation, il faut que vous soyez à l'aise dans les constructions. Pour être à l'aise, ne cherchez pas, il faut construire. Donc vous voyez, cet exercice-là, c'est un exercice qui est à la fois dans la leçon parallélogramme, pour ceux qui vont préparer l'oral, et on peut utiliser Scratch aussi pour les angles. Vous voyez, il y a pas mal de choses à faire. OK? Ok. Donc, ça peut tomber celui-là au CRPE. Ah bah oui, c'est dans le programme. Hein. Ok. Toutes les transformations sont dans le programme, donc ça peut tomber. OK? C'est pas compliqué, vous faites point par point et vous pensez à l'histoire du parallélogramme. D'accord? En général, quand on ajoute un deuxième point, c'est là où il y a de la fébrilité. D'accord? Il faut vraiment que vous soyez, comment on appelle ça, bien organisé. Hein. Vous avez le droit de mettre des couleurs à la rigueur pour bien. Si j'ajoute un deuxième point ici, que j'appelle, je sais pas moi, E. Je cherche son symétrique, par exemple, on va le faire. Il sera où le point E? Il faudra faire abstraction de tout le reste. Vous regardez que le point E et les points C et D. Essayez de faire la même chose. Placez le point E, c'est là où ça se complique. Hein. Et c'est là où vous devez garder votre sang-froid et votre sens de l'organisation. Je vais raccourcir un petit peu les arcs.
Alors, dites-moi ce que je dois reporter comme longueur. On prend en bleu. TE, Alors, attendez, je prépare juste l'instrument, le compas. Voilà. Qu'est-ce que je dois... dites-moi. donc CE à partir de D. Ouais, ça marche. Je suis d'accord. CE à partir de D. Voilà. Étant donné que je vais avoir ce parallélogramme là. Donc, je fais ça, je pointe D, et je fais un arc de cercle. Je le fais grand, après on effacera notre partie. Je ne sais pas si j'ai fait assez. Non, on verra. Ouais, je vais profiter pour ajouter un peu. Voilà. OK. Ensuite, Et après, la longueur, donc CD à partir de E. voilà. Très bien. Donc, je reprends CD. D'accord. Vous avez deux longueurs. La distance CE et la distance CD. Vous avez forcément deux longueurs, mais il faut savoir où pointer. Et donc là, je pointe E. Voilà. Et là, ça y est. J'ai le point que je cherche. C'est-à-dire E'. Vous voyez? Donc on va effacer un peu ça. Voilà. Et donc maintenant, je vais vérifier que j'obtiens bien un segment de même longueur. Bah oui, j'obtiens un segment de même longueur et même parallèle. Quand vous glissez, vous restez parallèle. Si vous glissez et vous n'êtes plus parallèle, c'est qu'il y a un problème. C'est que vous avez tourné. Et si vous tournez, c'est plus une translation. Hein. Hein, c'est plus une translation. OK? Donc forcément, les côtés, quand vous faites une translation, hein, les côtés d'un train restent toujours parallèles. Ils ne tournent pas. Ils translatent. Ils glissent. OK? Bon, je vous invite vraiment à le faire. Ajoutez même un autre point. Comme ça, vous avez un triangle. Voilà, vous passez du temps à le faire. C'est important. Et quand ça tombe, voilà, vous serez à l'aise. Et si vous n'êtes pas à l'aise et ça tombe, bah, vous allez un peu perdre des points, voire paniquer. OK? Les parallélogrammes font partie de toutes les constructions exigibles au concours. OK. Avez-vous des questions? Ça va? C'est bon? Allez, on va passer à une autre transformation. Donc, je les revois donc, comme des petites leçons, hein, qui nous permettent de voir les choses. Rotation. Bon, on vient de voir qu'une translation est définie par deux points. C'est-à-dire, si je la définis par un point et son translaté, je vais donner toutes les caractéristiques de la translation. Alors maintenant, une rotation. Quelles sont les caractéristiques d'une rotation? Autrement dit, si je souhaite définir une rotation, quelles sont les caractéristiques? De quoi ai-je besoin pour la définir? À vous la parole. Un centre, un Ah, angle et le sens anti-horaire ou horaire. très bien, je suis d'accord. Donc on aura besoin d'un centre, qui est un point. Donc on va tourner autour d'un point, d'un certain angle, et dans un sens, c'est-à-dire anti-horaire, comme avec Scratch. Juste une question, le sens anti-horaire, est-ce que c'est est-ce que c'est le sens direct? Oui, mais ça, le direct, vous l'aurez jamais dans un concours. D'accord. Donc on laisse anti-horaire ou horaire. Ouais, horaire, anti-horaire. Mais le sens anti-horaire, c'est le sens direct. Tout à fait. Mais vous ne l'aurez pas dans un concours. Si c'est marqué direct, on vous le dira, c'est anti-horaire. OK? Donc voilà comment on définit une rotation.
trois choses, parce que souvent, on vous dit dans une question, dans un exercice, donnez les caractéristiques de cette transformation. Et il y en a plein qui disent, oui, mais je ne sais pas ce que c'est. Les caractéristiques d'une transformation, pour la rotation, ce sont ces trois choses-là, le centre, l'angle et le sens. OK? Ça va? Allez, Oui. petite construction comme d'habitude. Je vais prendre un point, deuxième point, et je vous invite à faire la même chose que moi. C'est pour vous, c'est pas pour moi. On va placer deux points, O et M, et on cherche le point M', l'image, le point M', image de M par la rotation de centre O et d'angle. Je vais prendre un angle égal à 50 dans le sens horaire. À vous de jouer. Donc pour ceux qui nous regardent en replay, c'est bien de mettre en pause, faire la figure, trouver le point imprime et regarder après la correction. Donc quels sont les instruments que je dois utiliser dans ce cas-là? Règles et rapporteurs. Avec les rapporteurs, on est d'accord. Tu as oublié un instrument. Le compas aussi? Le compas. Oui. Règle. Bon, la règle, je l'ai ici, donc je prends le compas et surtout le rapporteur. Alors, quand on tourne autour de O, on va rester à la même distance. C'est pour ça qu'il vous faut le compas. C'est la définition d'un cercle ou un arc de cercle. C'est bon pour tout le monde? Donc je sais que je tourne dans quel sens? Sens horaire. Sens horaire, le sens des aiguilles d'une montre. Donc je vais commencer par tracer un arc dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà, je l'ai pris large. Je sais que j'ai un angle aigu, je peux m'arrêter là. Et pour vous montrer que je tourne bien dans le sens horaire. Alors maintenant, je vais utiliser mon rapporteur. Alors pour le rapporteur, pour vous, c'est bien de tracer la demi-droite OM. En pointillé si vous voulez, mais c'est bien de la tracer. Alors pourquoi? Parce que quand vous allez placer votre rapporteur, vous allez avoir besoin d'un trait qui vous indique bien que vous êtes en zéro. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Oui. Voilà. Donc, je vais enlever le compas, j'en ai plus besoin. Maintenant, je vais prendre mon rapporteur. Et là aussi, il faut savoir utiliser le rapporteur, mais on a fait plein de séances sur le rapporteur, donc je pense que ça va pour tout le monde. Je vais l'agrandir un peu. Donc, un rapporteur, il a d'abord un centre, qui va aller directement sur le centre de la rotation. Ensuite, on va bien mettre le 0 sur la demi-droite OM. Voilà. Bon, là, ça m'a l'air pas mal. OK.
Et maintenant, on va essayer de lire 50 degrés. Attention, parce que là, vous avez 180, donc le 50 n'est pas là. Hein. Parce que si vous mettez 50 ici, vous avez un angle obtus. Vous devez commencer par lire 0, 10, 20, ou sinon vous prenez celles qui sont à l'intérieur. Ensuite, vous lisez. Donc vous allez mettre 10, 20, 30, 40, 50. Vous allez mettre une petite graduation ici. Voilà. Et ensuite, vous allez prolonger en passant par cette graduation. Voilà votre tracé. OK? Donc on a fait 10, 20, 30, 40, 50. 50 degrés, on va passer par là. Je vais enlever le rapporteur. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui. Voilà. Donc j'enlève le rapporteur. Et je peux enlever même... ouais, bon, je peux mettre tout en pointillé. Hein. Voilà. Voilà. Hop. Ce qui m'intéresse, c'est uniquement le point. Hein. Voilà, c'est le point-là qui m'intéresse. Évidemment, j'en ai pris qu'un, mais on aurait pu vous mettre une figure. Je peux rajouter des points. Ça change absolument rien. Vous faites point par point. Et donc là, je vais ajouter le point M'. Voilà. Le point M', il a tourné dans ce sens-là, dans le sens horaire, d'un angle égal à 50. OK? Alors, dans les exercices de rotation, pardon, il n'y a pas que de la construction. On peut vous donner une figure où il y a plein de points et vous dire, bah, trouvez l'image, etc., de tel point par tel point. Ça peut vite tourner en... Voilà. Il faut vraiment avoir le rapporteur, bien être concentré sur l'exercice. OK, donc les instruments, vous voyez, hein, donc c'est le rapporteur et le compas. Alors, je vais peut-être ajouter le codage ici pour dire que cette longueur est égale à cette longueur, c'est une rotation autour de O. Donc OM égale à OM', autrement dit, O, il est sur la médiatrice du segment MM'. D'accord? Si vous voulez. Ça va? Est-ce qu'il y a des questions? Non, pas de question. Ok. Bon, on essaiera de faire des exercices. Alors j'avance un peu et puis on verra au niveau des exercices. On pourra pas tout faire aujourd'hui. Hein. Donc déjà, je trouve que c'est assez chargé. Alors, voici un exercice pour les rotations. Je vous laisse regarder. Est-ce que c'est assez visible ou je le zoome encore? Ça va? Oui, ça va. Ça va. Bon. Donc, on n'a que des triangles équilatéraux. Important de le dire. D'accord? Ici, on n'a que des triangles équilatéraux. Et à chaque fois, on vous demande de chercher l'image d'un point par une rotation. On vous donne la rotation, son centre et l'angle, le sens. Je vous laisse réfléchir pour ces 3 questions. Bien vous concentrer. Donc, on peut avoir ce genre d'exercice. Hein. C'est des classiques.
Est-ce qu'on peut corriger la première? L'image de F par la rotation du centre E. Pardon. Oui. Alors, je vous écoute. C'est I. Ok, alors je regarde. Tu dis que c'est I, hein? Oui. Ok. Alors d'abord, pourquoi on vous a donné cette information? Elle sert à quoi cette information? Elle sert à dire que... Les angles sont de 60 degrés. Très bien. Parce que dès que vous avez un triangle équilatéral, tous les angles sont tous égaux à 60 degrés. Parce que 60 fois 3, ça fait 180. Moi, je suis Égaux pas à 60. d'accord. Comment? Pour Moi, le je suis point pas I? d'accord. Oui. Ben, je vais regarder. Non, non, t'inquiète. Tu proposes quel point? Pardon. Je propose le point B. B, ok. Alors, donc, on cherche l'image de F par la rotation de centre E. Alors, la rotation de centre E, tac, elle est là. Et on va tourner dans le sens anti-horaire. Anti-horaire, c'est-à-dire on va tourner vers l'halo. C'est bon ou pas? Oui. Donc, le point F, il Oui. va tourner de 60 degrés dans le sens anti-horaire. Donc, la réponse est Et B. et B. Alors, toi, tu as proposé le point I. Le point I, pour l'atteindre, il faut tourner dans le sens horaire de 60 plus 60. Donc, c'est-à-dire, c'est la rotation de centre E et d'angle 120 dans le sens horaire. OK? Ok. Donc ici, c'est B. En fait, j'ai utilisé le rapporteur, mais Ouais. Ah, bah. j'ai pris mon rapporteur à l'envers. Je comprends mon erreur maintenant. Ah, OK. Oui, 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 tout à fait, puisque 60 et 120, Ok. ça fait 180. Oui. Très bien. Alors, la 2, C'est le point A. dans le sens horaire. L'image de... Ah oui, c'est dans le sens horaire, hein. Donc, c'est J. C'est J. L'image de E. C'est I. C'est I, c'est ce que je viens de C'est faire I. juste avant. Je ne sais pas si c'est I. Alors, je vais le reprendre. Donc, le centre, maintenant, c'est toujours E. Voilà. Et on ne parle plus du même point. Si, si, on parle du même point, F. Donc, c'est bien I, c'est ce que je viens de faire. C'est ce que j'ai proposé tout à l'heure, en fait, hein. Donc, si je pars de F, je tourne autour de E dans le sens horaire. Donc là, j'ai tourné de quel angle? Là, Donc, de 60. 60. Donc, on est en J. Et après, I, encore 60. Oui, c'est ça. Moi, Ouais. j'avais fait ça en sentier horaire. OK. OK. Donc, c'est bien I. Ensuite, quelle est l'image de I par la rotation de centre K? Alors maintenant, je vais effacer ça. Et je vais mettre en rouge. Le centre de ma rotation, c'est K. Voilà. Et je cherche l'image de I, qui est ici, par la rotation de centre K et d'angle 60. C'est B. On est d'accord? Dans le sens horaire. Donc voici le point I, et on va tourner. D'accord? Hop. Donc si je m'arrête là, c'est pas 60. Il faut que j'aille faire 60 dans le sens horaire. Donc je vais aller jusqu'à Et B. B. Parce que le triangle, celui-là, c'est aussi un triangle équilatéral. Ou même le petit, hein. Donc on tombe sur le point B. Ok, bien. Alors, je vais ajouter des questions. On va supposer qu'on a la translation qui transforme A en B.
OK? Est-ce que c'est possible de me donner le translaté de... pardon. Hop. Le translaté de IF par cette DB. translation. C'est lequel? DB. 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 Donc IF. Pardon, je vais prendre le stylo. Donc, on cherche le translaté de IF hein, par la translation qui transforme A en B. Vous dites c'est lequel? DB. 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 Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Non, pardon, excusez-moi. EC. EC. Est-ce que tout le monde est d'accord? Moi, je suis pas d'accord. Hein. Faisons point par point. Le point I va nous donner quel point? J. Le point I va nous donner le point J. On est d'accord. C'est JV. Le point F, il va nous donner quel point? G. G. Vous voyez, ça sort automatiquement. Donc c'est ni l'un ni l'autre, c'est JG. Et en effet, voici le translaté. C'est OK? Bon, là, il n'y a pas de 8 francs là. Hein. Vous prenez le poids I. Il va bouger d'un cran vers la droite selon la translation. Il va être translaté de A dans le sens de A vers B, de la distance AB en étant parallèle. Donc il va arriver en J. Oui ou non? Oui. Pareil pour le point F. Et donc ce segment-là, sans translater, c'est JG. Difficile à dire, mais c'est ça. Vous êtes d'accord? Bon, Oui. OK. On va prendre un autre pour voir si vous avez bien compris. Maintenant, je cherche le translaté de DI. Par la translation qui transforme A en B. C'est JE. Pardon. C'est... JE. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. On est d'accord, parce que D, il va passer en E. Le translaté de I, c'est J, comme on a fait ici. Hein. Et donc, ce qui nous donne ça. Bon, parfait. Alors maintenant, je vais prendre carrément, avec la règle, c'est mieux. Quel est le translaté de ce triangle? Par la translation qui transforme A en B. JEF. EFJ, oui. Ok. Donc, il va bouger. Alors, j'explique quand même la démarche pour que tout le monde soit d'accord. Donc, je vais prendre le stylo. Donc, on cherche l'image, le translaté de D, E, I. Vous commencez par regarder le point D, il va arriver en E. Le D, il va bouger ici. Son translaté, c'est là. Le point I, son translaté, c'est J. Et le point E, son translaté, c'est F. Donc, le translaté de DEI, c'est EFJ. OK? Oui.
Très bien. Alors, maintenant, un autre type d'exercice. Voici ce triangle-là. Et ce triangle-là. Quelle est la transformation qui me permet de passer du triangle DEI au triangle EBF? Symétrie centrale. Laquelle? Il y en a une infinité De de centre E. le centre E. Est-ce que vous validez la réponse de votre camarade? Oui. En effet, puisque regardez, il a subi un demi-tour. Le bas se retrouve en haut. Celui à gauche, il se retrouve à droite. On a tourné autour de E. Après, ça peut être aussi une symétrie axiale. Ah non. Ah oui, ça, dans ce cas-là, oui. Il y a un axe. AJ, l'axe Non, non. AJ. Dans notre cas à nous, parce qu'on n'a que des triangles équilatéraux, ça marche. Je suis d'accord. Deuxième question. Maintenant, vous avez ce triangle-là, que je vais tracer en rouge, et je voudrais passer du rouge au bleu. Quelle est la transformation? Axial Axiale de EF. par rapport à la droite EF. Hein, on ne dit pas de EF. La symétrie axiale par rapport à la droite EF ou DG, ce que vous voulez. Ok. Bon, je crois que c'est bon, hein. On a fait le tour. Vous voyez, des exercices comme ça peut être déstabilisant parfois. Bon, ben c'est bien, vous avez bien réagi. Alors, est-ce qu'il nous reste, combien de temps il nous reste là? 10 minutes. Ouais, ça fait pas beaucoup. Je vais quand même aborder la première partie et puis il nous reste le BTC qu'on verra la prochaine fois. Bon, je ne sais pas qui m'a parlé de la droite des milieux avant le sujet blanc. Donc, Moi. voilà, donc du coup, je l'aborde ici. Alors, on a 3 propriétés pour la droite des milieux. On verra la première aujourd'hui. D'accord? On verra les 2 autres la prochaine fois. Pour pas trop surcharger. Je pense que la séance a été chargée quand même. Alors, cette propriété nous dit quoi? Elle nous dit que si une droite passe par le milieu de 2 côtés d'un triangle, alors elle est parallèle au 3e côté. On est en train de parler de la droite IJ. Donc ça, c'est I. Donc ça, c'est le point I. Et ça, c'est le point J, par exemple. D'accord? La droite IJ, c'est ce que j'appelle la droite, c'est ce qu'on appelle la droite des milieux. La droite des milieux parce qu'elle relie 2 milieux dans un triangle. Eh bien, quand on relie 2 milieux dans un triangle, on trace forcément une droite parallèle au 3e côté. Donc là, j'ai pris ces 2 milieux, mais j'aurais pu prendre comme ceci, et on arrivera parallèle à celle-là, ou bien comme ça sera parallèle au 3e côté. D'accord? Donc on a 3 droites. Alors, comment on peut démontrer ça? L'idée, c'est que on démontre ça. On la démontre. Sachant qu'on peut l'utiliser tel quel. Hein. C'est une propriété connue. Vous dites, IJ, c'est une droite qui relie le milieu de AC, du segment AC, et le milieu du segment AB. Donc, elle est parallèle à BC. C'est validé. Bonne réponse. Alors maintenant, nous, on va essayer de démontrer ça. À votre avis, comment je vais m'y prendre? Par Thalès? Thalès ou la réciproque du théorème de Thalès? La réciproque? La réciproque. Oui. Ça sera la réciproque parce que qu'est-ce qu'on doit démontrer là? Regardez, on est en train de parler de parallélisme. Donc, on peut utiliser la réciproque du théorème de Thalès. Bon, ben, on va essayer de le faire. Comment elle démarre la réciproque du théorème de Thalès?
Les points B, J, A sont alignés. Voilà. Donc, on va Et écrire C, I, A. B, J et A sont alignés. 3 points alignés. On va aller vite, hein, il ne faut pas trop perdre du temps. Mais ça vous permet de réviser aussi. De même pour les points B, I et... non, pourquoi je dis B, I C, I et A. C, I et A. Dans cet ordre, hein, si vous voulez. Hein. OK. Ensuite, qu'est-ce qu'on va écrire? On écrit AJ sur AB. Voilà, on est dans une configuration de 2 droites séquentes. On va, rappelez-vous, on va calculer le rapport, 2 rapports, et on va regarder si on a l'égalité. Donc le premier rapport, je pars du point d'intersection, ou du premier triangle, hein, et on a une configuration emboîtée là. Donc tu me dis AJ sur AB. AB. Oui. Il y a combien ça? AJ. Vous voyez, on n'a aucune longueur. Hein. Oui. C'est bizarre. Et comment on va faire? AJ, c'est la moitié de AB. Bah oui, c'est la moitié. Si j'écris ici X, ici c'est X, AJ c'est X, puisque c'est égal, hein, une égalité. Et AB c'est quoi? 2X. C'est 2X. Et vous allez arriver forcément à un demi. Vous divisez une longueur par le double. Donc un demi. Ok? Donc, je vais simplifier par X. Tac, tac. Ça marche? Oui. On va en faire la même chose de l'autre côté. Donc AI sur AC. Bah, vous avez compris, on va trouver un demi. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? D'après la réciproque du théorème de Thalès, les Voilà. droites IJ et CB sont parallèles. Exactement. Donc, d'après la réciproque du théorème de Thalès, la droite IJ est parallèle à la droite BC. Bah, tant qu'à faire, puisqu'on est là, je vais quand même m'interroger sur la longueur, le rapport de longueur entre ça et ça. Puisque maintenant on sait qu'on est dans une configuration de Thalès, bah forcément IJ, et c'est la troisième propriété qu'on ne verra pas donc la prochaine fois, sera également égal à 1 demi de BC. De BC. Vous voyez? Donc ce sont des choses en fait qui sont dues à Thalès, quoi. C'est de la proportionnalité. D'accord? Donc ce côté-là, c'est la moitié de ça. Ce côté-là, c'est la moitié du grand. Et aussi, le troisième côté est la moitié du troisième côté. OK? Bon, voilà, on a abordé comme ça la droite des milieux. Vous voyez, c'est juste un cas bien particulier de la configuration de Thalès, en fait, hein, qu'on démontre avec la réciproque du théorème de Thalès. Bien, donc il nous reste encore la semaine prochaine. Je vous souhaite une très bonne révision. Hein, gérez votre stress. Je n'ai pas corrigé toutes les copies, j'en ai encore quelques-unes à corriger, les retardataires. Et donc, dès que j'ai fini de corriger, je vous enverrai un mail avec votre copie à noter. D'accord? Voilà pour cette soirée. Donc, la prochaine fois, on verra l'homothétie et on reviendra sur des points que j'aurai croisés par-ci, par-là. J'aimerais bien qu'on parle un petit peu de trigo, mais on verra ça la semaine prochaine. OK? Excusez-moi, monsieur. Oui. Moi, je vous avais envoyé un mail quand je vous avais envoyé le sujet de concours blanc. Oui. Et je vous avais fait part de mes difficultés pour Les conversions. convertir, oui, les mètres cubes en mètres... non, les mètres carrés en mètres cubes, j'ai vraiment pas réussi. Mètre carré en mètre cube? Oui. Mètre carré en mètre cube?
Il n'y a pas de conversion, mètre carré, mètre cube. Mètre carré, c'est des airs. Là, c'est des airs. Mètre cube, c'est des volumes. On ne peut pas passer de l'un à l'autre. C'est pas le même monde. Hein. Parce qu'à un moment, je ne l'ai pas fait en plus la question dans le sujet. Oui. On avait des mètres carrés et on nous demandait, on nous avait mis En mètre cube. voilà, une valeur en mètres cubes Oui. en nous demandant si c'était, je sais plus la question, si c'était, Ah, si c'était proportionnel. oui, et du coup, j'ai pas réussi parce Ah que oui, je savais pas comment passer de l'un à l'autre. ah oui, mais ça c'est pas le passage de l'un à l'autre. Oui, 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 c'est pareil, il y a eu pas mal d'erreurs là-dessus. En fait, on vous a donné un cube. C'était pour la question du cube. Oui, C'était voilà, pas- hein. Oui, c'est c'est ça. ça. C'est Mm. ça, c'est pour la brique. On vous a donné un cube et on vous a dit est-ce que l'air du cube est proportionnel au volume? C'est pas une question de conversion. Hein. Est-ce que l'air du cube est proportionnel au volume? C'est-à-dire, si j'augmente l'air du cube, est-ce que le volume augmente proportionnellement? C'est pas conversion. On ne peut pas convertir des airs en volume. C'est pas le même monde. Hein. C'est comme si vous êtes en train de me dire je vais passer de litres à des dollars. Ok. C'est un problème. D'accord? Alors, l'air du cube, c'est on a 6 faces. Et chaque face, c'est C fois C. Donc ça, c'est l'air du cube. OK? Une, Ok. deux. Vous avez 6 faces, hein, on est d'accord. Hein? Donc Oui. 4 latérales. Et le dessus, donc C au carré, c'est l'air du cube. Le volume du cube maintenant. C'est combien le volume du cube? C'est au cube. Côté fois côté fois côté. Donc C au cube. OK? Et on se pose la question si on a une proportionnalité. Ben, regardez ce que je vais faire. Ben, je vais faire un tableau. Et quand c'est comme ça, bon, de toute façon, on s'attend à quelque chose qui n'est pas proportionnel. On est d'accord, c'est pas la même chose. Hein. Et puis, il n'y a pas de facteur de proportionnalité entre les deux. Alors, ce qu'on va faire, je vais prendre un côté. Donc, la première ligne ici, l'écrire côté égale à 1, par exemple. Alors, comment je vais le présenter? Peut-être côté ici. Je vais mettre un côté égal 1, premier cas. Donc, pour simplifier le calcul, hein. Donc, l'air ici, ça sera égal à combien? 6 fois 1 fois 1, qui va me donner 6. D'accord? Oui. Le volume. Ça donnera 1. Le volume, ça donnera 1. Pardon. Le volume, j'aurai un 1. Voilà. OK. Donc, le volume, ça sera 1. J'ai fait ça pour C égale 1. Maintenant, regardez ce que je vais faire. Je vais doubler. Si je double, et si tout le monde est proportionnel, enfin, si l'air et le volume sont proportionnels, ça va doubler. Enfin, ça va aller de la même manière. L'air, c'est combien pour 2? Ça ne va pas 24. doubler. Donc 6 fois 4, 24. Donc ici, j'ai quadruplé. Vous voyez, je suis passé de 6 à 24. On voit? Donc le volume doit faire la même chose si j'étais proportionnel. N'est-ce pas? Oui. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est le Non. cas? Voilà. Donc Ça le fait volume 8. ici, c'est 8. En fait, on est passé par 8, donc non. Donc là, c'est un contre-exemple. Ça suffit largement pour répondre à cette question. Mais après, on voit que c'est pas proportionnel le volume. Ouais. Comment? Comment on voit que c'est pas proportionnel le L'air volume? et le volume ne sont pas proportionnels parce que l'air a augmenté, je l'ai augmenté par 4 fois plus. Le volume n'a pas été augmenté 4 fois plus. Il a été augmenté, il a été Une fois. multiplié par 8, quoi. D'accord. C'est la définition de la proportionnalité, quoi. Deux grandeurs quand elles sont proportionnelles, si j'augmente celle-là par 4, celle-là, elle va avoir la même chose. Or, D'accord. ici, je multiplie par 4, et là, celle-là, elle a été multipliée par 8, quoi. D'accord? Ok. Donc, ils ne sont pas, ou ces deux grandeurs ne sont pas proportionnelles. D'accord. Pour justifier, il fallait faire un petit tableau comme ça. De toute façon, quand tu écris les formules, tu vois bien ici qu'il n'y a pas un facteur de proportionnalité. Hein. Donc, tu D'accord. t'attends à que ce ne soit pas proportionnel. Il faut que tu trouves un exemple qui le montre. Ça s'appelle un contre-exemple. D'accord, merci. OK?
Alors, Merci beaucoup. on parle jamais de conversion entre air et volume, hein. Ne sortez pas cette chose-là devant un inspecteur. Les conversions, ça sera pour convertir des carrés en carrés, hein, des airs, hein, on restera, je sais pas moi, des centimètres carrés à convertir en mètres carrés, en hectares, ce que tu veux, mais tu restes dans le monde des airs. Pour les Oui, longueurs, tu vas rester dans le monde des longueurs. Pour les volumes, tu resteras dans le monde des volumes. Centimètres cubes à convertir en mètres cubes, en litres, hein, c'est le même monde, et celui-là, ce sont deux mondes différents. Puisqu'on là, on est en 2D et l'autre, on est en 3D. Donc, je veux dire, c'est carrément deux mondes différents. d'accord. Ok? Oui, merci beaucoup. J'ai pas compris ta question. Moi, je pensais que c'était vraiment des conversions. J'ai dit, je ferai quelques exemples sur des conversions de longueur, d'air et de volume. J'ai pas bien compris la question. Mais je l'ai vu, hein. Je l'ai vu, ta demande. Oui, Ok, maintenant, je la ok. comprends mieux. Oui, Voilà. oui, je me suis mal exprimée, désolée. Non, mais il n'y a pas de souci. Voilà, on arrête ici. Allez, bon courage pour la suite et on se dit à mercredi prochain. Merci, bonne soirée à Au Oui, à revoir. tout le monde. mercredi. Au revoir. Au Au revoir. revoir. Mercredi, À au revoir. mercredi, au revoir. Au revoir tout le monde.